Ça ici, je suis pas assez grand. Ça ici, c'est la liste des organismes et des programmes dédiés à la science et à l'environnement que le gouvernement Harper a coupé ces dernières années. Il y en a 157. Ça ici, c'est la liste, une autre liste, des organismes, programmes et institutions que le gouvernement Harper a coupées, celles dédiées cette fois à la sécurité, aux services secrets et à la promotion de l'unité canadienne. Il y en a 0. Quand on coupe, Philippe vient de l'évoquer, quand on coupe dans les services publics, dans les institutions de l'État, on ne le fait pas au hasard. Hein? On ne le fait pas, comme le dirait M. Martin Coiteux, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, de façon paramétrique, technique et égale. Il y a des choix idéologiques qui sont faits. Si on a coupé 157 programmes et institutions, voire même les avoir complètement abolis, dédiés à la science et à l'environnement, du côté d'Ottawa, c'est pas pour rien. Et si on met de l'argent dans la défense nationale, dans les services secrets, on n'a qu'à penser à la loi, au projet de loi C-51 qui est en discussion présentement à Ottawa, où on met beaucoup d'énergie, c'est pas pour rien. Il y a des choix idéologiques qui sont derrière ça. Ce que je vais tenter de montrer cet après-midi, donc dans les prochaines minutes, c'est que les politiques d'austérité ne sont pas budgétaires, elles sont idéologiques. Et elles visent particulièrement les activités de développement artistique et scientifique. Elles ne visent pas que ces institutions, bien sûr. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, vous aurez entendu, par exemple, ma consoeur Evelyne Couturier de l'IRIS, qui faisait dresser un portrait assez exhaustif, mais glacial, de l'impact de ces politiques sur la condition des femmes. Tout à l'heure, on aura une conférence qui nous parlera de la dénationalisation, n'est-ce pas, des politiques publiques qui sont derrière ces politiques d'austérité. Il y a donc des pans de la société qui sont particulièrement touchés par les politiques d'austérité. Et ça n'est pas un hasard. C'est un projet politique qui est derrière cela, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Plus spécifiquement, nous sommes en guerre présentement. Je sais que le mot est évocateur, il est fort, c'est un gros mot, hein? Mais nous sommes dans une guerre. Hier, Éric Pinault, mon autre confrère, dans la première conférence, parlait d'une guerre culturelle. Mais nous sommes effectivement dans une guerre idéologique, une guerre politique, une guerre culturelle contre les institutions de l'État. Or, dans une vraie guerre, là, je veux dire, avec des soldats et des fusils, une vraie guerre a quelques caractéristiques. Notamment, ça nous prend un casus belli, hein, un prétexte pour partir en guerre. Ça nous prend un objectif politique, voire idéologique. Donc, on veut, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif, disons, explicite était, n'est-ce pas, de combattre le fascisme et le nazisme. Ça nous prend également un appareil de propagande. Ça nous prend des tactiques, des stratégies, des tactiques de guerre. Et le moyen ultime de la guerre, c'est de détruire les infrastructures. Hein? Quand on bombarde des villes pendant une guerre, c'est qu'on vise les ressources énergétiques, les usines, etc., pour affaiblir le pays. Or, le parallèle est presque parfait dans ce que nous vivons présentement avec les politiques d'austérité. C'est donc une guerre qui a ces mêmes caractéristiques. Le prétexte, c'est que l'état des finances publiques serait désastreux. Donc, nous serions à ce point endettés, nous aurions un déficit public à ce point grand que nous devons absolument aller couper dans les dépenses pour régler ce problème. Donc, ça, c'est le prétexte. Deuxièmement, on a un objectif idéologique politique qui n'est pas nécessairement explicité, en fait, qui ne l'est souvent pas. En l'occurrence, c'est ce que j'appelle la privatisation tranquille des services publics et des institutions de l'État. Dans un cas, c'est-à-dire à Ottawa, cet objectif-là est explicite. M. Harper ne s'est jamais caché, il le défend de façon ouverte, qu'il voulait réduire la taille de l'État. À Québec, c'est un peu moins clair. En fait, ce n'était pas clair pantoute pendant les élections. On ne nous a jamais parlé de ça. Oui, on parlait d'atteinte du déficit zéro, mais il n'était jamais question, n'est-ce pas,
pas de réduire la taille de l'État de façon formidable. Ça est devenu assez évident par la suite. Troisième élément, ça nous prend une propagande, une rhétorique qui soutient ce projet politique, qui soutient ce projet de guerre contre les institutions de l'État. Et cette rhétorique, et on va le voir dans quelques minutes, est une rhétorique d'urgence et de nécessité. On n'a pas le choix. N'est-ce pas? On n'a pas le choix de régler cet état supposé ou annoncé catastrophique. Quatrième élément, ça nous prend un appareil tactique. Ça nous prend des outils, des stratégies pour gagner cette guerre. Cette tactique, le gouvernement Couillard l'a démontré depuis maintenant 1 an, dans quelques jours en fait, très précisément. C'est ce qu'en allemand on appelle le Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. On attaque rapidement, de façon frontale, sur tous les aspects de la société. Donc on ne s'en tient pas à uniquement un objectif ou un aspect ou une institution ou un problème. On attaque sur tous les fronts en même temps. Du coup, évidemment, celles et ceux comme vous et moi, j'imagine, si vous êtes ici, qui s'opposent à ce genre de politique-là, sont divisés, parce qu'on ne peut pas défendre tous les fronts en même temps. À chaque semaine, on est obligé de réagir à une nouvelle attaque. Et finalement, le résultat effectif de cette guerre éclair, qui est la destruction des infrastructures dans le cas d'une vraie guerre, ici, c'est la fermeture ou des coupes massives dans les budgets et les institutions de l'État, ou encore dans des organismes supportés par l'État. C'est un peu ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Je me permets de vous citer quelques déclarations publiques de notre élite, en fait. Notre Premier ministre, Philippe Couillard, en décembre dernier, 11 décembre 2014 précisément. L'équilibre budgétaire n'est pas un luxe ou une lubie, mais une absolue nécessité. Il faut remettre les dépenses publiques à l'heure de nos revenus. Cette opération de rigueur va se poursuivre. Absolue nécessité. Retenez ce mot-là. Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor et grand argentier de l'État, voire premier ministre à place du premier ministre. D'ailleurs, toujours en décembre dernier, 15 décembre 2014, d'ailleurs, si on n'avait rien fait cette année, on aurait un déficit de plus de 5,8 milliards et l'an prochain, on aurait un déficit de plus de 7 milliards si on ne faisait rien. Bon, excusez-moi, il ne sait pas parler, c'est texto. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que vous en avez pris bonne note, je les remets constamment à l'avant. Je sais, ils se répètent. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Monique F. Leroux, présidente du mouvement Desjardins, la plus grosse institution financière du Québec, le premier employeur privé du Québec. Quand on regarde la situation du Québec, il est évident qu'on fait face à un déficit budgétaire qui est récurrent et qui est structurel. Si nous laissons aller la boule de neige, elle ne fera que grossir. Comme pour le budget d'une famille, le gouvernement québécois doit regarder ses dépenses et ses revenus afin de faire des choix et de déterminer ce qu'il est capable de se payer. Récurrent et structurel. Stephen Jarislowski, un de nos rares milliardaires québécois, un homme de finance très riche, très puissant et, cela dit, très intelligent. Le Québec est l'un des endroits les plus pauvres en Amérique du Nord avec d'autres États américains. On dépense beaucoup trop ici. L'État est devenu trop gros. L'État est devenu trop gros. Carlos Leitão, ministre des Finances, et néanmoins confrère à moi, ce n'est pas l'austérité toxique, c'est la rigueur budgétaire. Nous mettrons la même énergie à faire en sorte que le Québec profite d'une croissance économique vigoureuse. Ce n'est pas l'austérité, et on veut avoir la croissance économique. Et finalement, Martin Coiteux, en septembre dernier, toujours notre ami président du Conseil du Trésor et néanmoins confrère à moi, les gestes que pose le gouvernement sont essentiels afin de rebâtir la confiance des Québécois envers les marchés publics et les institutions gouvernementales et de créer un climat favorable au développement économique. Rebâtir la confiance. Dans ces 5 citations, on a l'argumentaire de propagande
propres aux politiques d'austérité telles que nous les vivons au Québec, au Canada, mais qui ont été mises en place partout dans le monde. En résumé, on dit quoi? On dit l'économie québécoise et les finances publiques du gouvernement sont dans un état catastrophique. Il y a urgence à équilibrer les finances publiques. Et troisièmement, la seule manière d'équilibrer les finances publiques, c'est de couper dans les dépenses. Ces 5 citations, c'est ce qu'elles nous disent. Urgence, catastrophe, couper les dépenses. Et si on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on coupe les dépenses afin de pallier à l'urgence de l'état catastrophique des finances, la confiance des entreprises et des consommateurs sera rétablie, ce qui créera de la prospérité économique. On entend dans la bouche de M. Coiteux, par exemple, toujours les fameuses générations futures qu'on veut protéger grâce à ces fameuses politiques. Le problème avec tout ça, c'est que tous ces arguments, les 5 citations que je vous ai présentées, sont fausses. Ce n'est pas une question de vue de l'esprit, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question de prise de position politique, c'est factuellement faux. Il n'y a pas de catastrophe. Lors du dépôt du premier budget du gouvernement Couillard, en juin dernier, le déficit annoncé et réalisé à peu près à peu de choses près était de 1,1 milliard de dollars. Je vous aurais dit, le déficit annoncé était de 5 milliards de dollars. Je sais que vous n'auriez pas réagi. Ça ne vous dit rien, 1,1 milliard de dollars. Est-ce que c'est vrai? C'est des chiffres tellement gros. Il n'y a personne qui a jamais eu... enfin, si c'est le cas d'entre vous, vous viendrez me voir à la sortie. Il n'y a personne qui a déjà eu 1,1 milliard de dollars dans son compte de banque, ici, je pense. N'est-ce pas? 1,1 milliard de dollars sur un budget de 97 milliards de dollars, donc un peu plus que 1 %. Si on le ramène à des chiffres qu'on est habitué qui se rapprochent de notre réalité, mettons que le budget du gouvernement du Québec était de 50 000 plutôt que 97 milliards. Le déficit, la même proportion, serait de 564 $. Donc, vous avez des entrées d'argent de 50 000 $, mais vous dépensez un peu plus, 564 $ de trop par rapport à ce que vous avez comme revenu. Et où la catastrophe? Elle n'est pas là, la catastrophe. Oui, c'est pas bon, c'est pas super cool de dépenser plus qu'on a comme revenu, mais dépenser 564 $ de trop par rapport à 50 000 qu'on gagne, ça n'est pas une catastrophe. D'autre part, il n'y a pas d'urgence. Bien, c'est déjà pas une urgence de dire, bien oui, on a un problème à régler, mais il n'est pas si gros que ça. Donc, on peut prendre le temps de le régler. Là, si on en dépense juste l'année prochaine 400 de plus que 564, on va avoir réglé un peu le problème, mais sans virer fou. Mais le problème, c'est que la dette, la fameuse dette dont on nous parle tout le temps, elle diminue. Elle diminue depuis 2010, alors qu'en Ontario, elle augmente. L'Ontario, qui est supposé être le modèle auquel on se compare au Québec depuis toujours. Depuis que je suis tout petit, que j'allais à l'université, je n'ai pas beaucoup grandi, mais on nous parle toujours de l'Ontario comme modèle économique, etc., y compris pour les finances publiques. Bien, l'Ontario a à la fois un déficit et une dette proportionnellement plus importante que le Québec, mais non seulement ça, notre dette diminue en proportion de nos revenus de l'État depuis 2010, donc depuis qu'on s'est sorti de la crise économique. Donc, il n'y a pas d'urgence. Pire que ça, ou mieux que ça, en fait, la dette, en proportion de notre économie, est moins importante que celle du Canada, même si on inclut la dette, notre portion de dette du gouvernement canadien. Au Québec, elle est moins importante que l'ensemble de la dette canadienne, que la moyenne canadienne. Elle est moins importante que la zone euro, l'OCDE, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Tous des pays où ça va super mal. Des faibles économies émergentes qui produisent des bananes puis des T-shirts. Notre dette est moins importante que les pays les plus industrialisés, l'OCDE, que l'ensemble de l'Europe et que probablement les 3 plus grandes économies du monde, les 4 si on inclut le Japon, donc Royaume-Uni, États-Unis et Allemagne. D'autre part, ça n'est pas vrai qu'on va régler, que notre problème
soi-disant problème de finances publiques, on va le régler, on peut le régler uniquement en coupant dans les dépenses, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre. Il y a, depuis des années, c'est même le ministère des Finances, ce n'est pas un groupe gauchiste qui le prétend, on estime que l'évitement fiscal, à la fois dans les paradis fiscaux, dans les fiducies familiales, dans toutes sortes d'entourloupettes comptables, légales néanmoins, cause un manque à gagner de 2,5 à 3,5 du budget de l'État. Ça veut dire que c'est 3 à 4 fois plus que le déficit qu'on a fait l'année passée, qui nous échappe parce que le gouvernement, excusez la vulgarité, n'a pas les couilles pour aller chercher ces montants-là. Le problème des finances publiques de nos États n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de revenus. On ne va pas chercher le revenu là où il est pour se financer comme du monde. Et finalement, quatrième fausseté présentée dans ce que je vous ai cité tout à l'heure, lorsqu'on nous dit que ces politiques d'austérité vont rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises, eh bien, les faits récents nous démontrent que c'est faux. De 2009-10 à l'élection du Parti libéral au Québec, la confiance des consommateurs et des entreprises était à peu près stable. C'était un peu en dents de scie. On s'était sorti de la crise. Donc, la confiance n'est pas top-top, mais c'est assez stable, disons, avec des hauts et des bas. À partir du mois de juin 2014, dépôt du premier budget du gouvernement Couillard par M. Laitao, qui a comme objectif, je le répète, qui avait comme objectif de restaurer la confiance. L'indicateur de la confiance des entreprises, mesuré par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, un lobby de droite, anti-État, a chuté de façon dramatique et a continué de chuter, sauf le dernier mois, en février, à cause essentiellement de la baisse du prix du pétrole et du dollar canadien. Mais une chute continue et abrupte. Pendant la même période, depuis le premier budget du gouvernement Couillard, la confiance des consommateurs au Québec, dont dans les deux cas, c'est au Québec, mesurée par le Conference Board du Canada, un autre organisme gauchiste marxiste-léniniste, a également chuté de manière importante et continue. Donc, pendant près d'un an, d'un régime d'austérité assumé et brutal, qui devrait avoir comme premier résultat de restaurer la confiance selon ses propres défenseurs, a au contraire fait chuter la confiance à la fois des consommateurs et des entreprises. Et je souligne à gros traits, et des entreprises, et particulièrement des PME. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Mais on continue. Pas plus tard que hier, j'étais à Radio-Canada et j'avais mon estimé confrère, M. Coiteux, dans les oreilles, qui répétait encore une fois que ces mesures étaient nécessaires, urgentes et allaient restaurer la confiance. Je n'ai pas peur, et ce sont des mots, durs à assumer, je n'ai pas peur de dire que mon confrère Martin Coiteux ment. Ce sont des mensonges. Maintenant, pourquoi on a une longue liste de 157 organismes scientifiques et environnementaux? Il faut vraiment que je grandisse. En tout cas, il faut qu'il arrête de couper. De 157 organismes et programmes coupés en sciences et en environnement et qu'on n'en a aucun en sécurité nationale, au contraire, qui sont bonifiés, c'est que ces politiques, sous couvert des prétextes guerriers dont je viens de parler, sous couvert de la propagande dont je viens de parler, visent des objectifs idéologiques, qui sont la réduction de la taille de l'État, ce qui n'est pas nécessairement mal en soi, mais ce qui vise surtout une transformation radicale du rôle de l'État. Et c'est particulièrement patent en art et en culture et en sciences. À cet égard, il y a eu un événement assez emblématique, en fait. Bon, moi, j'essayais d'avoir un chronomètre. Là. Oui, OK, c'est bon. Vendredi, le 12 décembre 2014, où étiez-vous?
vous en souvenez pas, hein. Moi, je m'en souviens très bien. En fin de journée, le gouvernement Couillard annonce qu'il va retirer la totalité du financement de quatre organismes faisant la promotion des sciences, à savoir l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, l'Agence Science Presse, qui, soit dit en passant, est la seule agence de presse scientifique francophone au monde, la première et la seule, Science pour tous, qui publie les débrouillards que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, ainsi que le Conseil de développement du loisir scientifique. La totalité des enveloppes dédiées à ces organismes-là représente environ 1 million de dollars, soit 0,001 du budget du gouvernement. Ça, c'est le vendredi. On fait toujours les mauvaises nouvelles. On annonce toujours les mauvaises nouvelles le vendredi, n'est-ce pas? Les journalistes sont partis à la campagne. Nous, citoyens, sommes à nous reposer d'une semaine harassante, etc. Donc, ça passe comme du beurre dans le poêle. C'était sans compter l'effet des médias sociaux et des blogs, notamment, qui, eux, ne prennent pas congé, manifestement. Et le samedi, je m'inclus là-dedans, nous avons été plusieurs dans les médias à réagir de façon violente contre cette coupure-là, à droite comme à gauche, d'ailleurs. J'ai ma consoeur au Journal de Montréal, Lise Ravary, qui a écrit un billet presque en même temps que moi, qui aurait pu être signé par moi et vice-versa. Donc, nous avons été plusieurs à nous révolter, beaucoup de citoyens, bien sûr, également. Ce qui fait que le dimanche, la porte-parole du ministre de l'Économie dont relève ces programmes-là, donc l'attaché de presse, pardon, affirmait finalement que non, ce million de dollars-là n'allait pas être coupé. Mais à la place, c'est-à-dire oui, on n'allait plus l'accorder à ces quatre organismes-là, mais on allait le transférer à l'entreprise privée pour qu'elle puisse faire de l'innovation. Donc, en soutien à la recherche et développement et à l'innovation et à la commercialisation de ces innovations-là. Entre vous et moi, bon, là, je suis filmé, là, mais on va faire comme sinon, les portes sont fermées. 1 million de dollars, c'est des peanuts. Dans l'entreprise privée, saupoudré dans l'ensemble des entreprises au Québec, ça donne sweet fuck all. Alors que si on le donne à l'agence Science Presse, ce sont des gens que je connais assez bien, qui tiennent à bout de bras une toute petite organisation, c'est du quasi-bénévolat qu'ils font. Évidemment, ils font des miracles avec ces quelques sommes-là qu'ils reçoivent. Le lundi, ils ont finalement reculé. Et donc, ils ont conservé le financement, heureusement, à ces quatre organismes-là. Sinon, on ne serait pas ici pour se parler. Je pense que je serais en prison parce que j'aurais fait des mauvais coups. Il reste que cet exemple-là est parfaitement emblématique de la stratégie idéologique que veulent ces gouvernements-là. On retire des fonds publics qui bénéficient à l'ensemble de la collectivité. Hein, c'est l'agence Science Presse, la revue Les Débrouillards, l'ACFAS, etc. Ça ne bénéficie pas à une entreprise. C'est l'ensemble du Québec qui bénéficie du travail de ces gens-là, n'est-ce pas? Pour le transférer au privé. Donc ça, c'est la tactique, c'est l'outil derrière les politiques d'austérité. Qui plus est, ce sont des budgets minuscules. On nous dit que c'est pour équilibrer les finances publiques. 1 million de dollars sur 97 milliards. Je me ramène à mon 50 000 $ de comparaison de tantôt. C'est 15 cents. Vous avez un déficit de, combien j'ai dit tantôt? 500 quelques dollars, 564 dollars sur votre 50 000 $. Bien là, on va régler le déficit. J'épargne 15 cents. Voyons donc! Ça n'a aucun sens. Or, le discours qu'on nous rentre dans la gorge, parce que c'est ça la stratégie, on le répète, on tape sur le même clou à chaque fois, c'est on n'a pas le choix. Il y a urgence et catastrophe, donc on va couper, je ne me souviens plus des montants précis, là, mais quelques dizaines de milliers de dollars dans la revue Les Débrouillards, dans l'agence Science Presse. C'est complètement absurde, vous comprenez? C'est la même chose au fédéral. On a fait la même chose au fédéral. En 2014-2015, donc le dernier budget, 10 de façon standardisée, si on veut, 10 des budgets des organismes culturels fédéraux ont été coupés. Clac, de même. Pourtant, ça n'a pas empêché le fédéral d'investir, d'annoncer un investissement de 33 milliards pour bâtir des nouveaux navires de guerre.
lequel 33 milliards s'est transformé, surprise, en 100 milliards depuis la première annonce de cet investissement-là il y a 2 ans. À Québec, on a coupé la subvention promise signée, pas un engagement en campagne électorale, une subvention accordée à Robert Lepage pour la construction de son projet de salle de théâtre multifonction, le Diamant à Québec, 30 millions. Probablement un de nos créateurs les plus importants, un de nos ambassadeurs à l'international les plus importants. Monsieur Lepage, que je n'ai pas le plaisir ni l'honneur de connaître, mais je sais qu'il est fortement attaché à la ville de Québec. Il se bat depuis des décennies pour la culture à Québec, alors que ce monsieur pourrait déménager comme ça à New York pour faire sa carrière. Il se bat à Québec et on lui enlève 30 millions de subventions, un projet qu'il a lui-même, c'est-à-dire sa compagnie, financé déjà à hauteur de 1,5 million de dollars. Pendant ce temps-là, on a mis combien de millions de dollars dans un amphithéâtre qui ne recevra pas d'équipe de hockey de la Ligue nationale? 200 millions de dollars de fonds publics. Alors, c'est ça la privatisation tranquille dont je parlais. Hein? L'État a fait des choix idéologiques, mais des choix idéologiques qui sont portés par une vision rationnelle très précise, celle de la rentabilité. Les projets, financés par l'État, quels qu'ils soient, doivent être économiquement et financièrement rentables et utiles. La même logique, d'ailleurs, s'applique à l'éducation. Hein? L'éducation est devenue industrialisée, commercialisée, utilitariste. On forme des travailleurs, on ne forme pas des citoyens, on ne forme pas des jeunes gens, on forme des nouveaux travailleurs. Ils doivent être utiles. L'éducation doit être utile et rentable. On l'a vu amplement pendant la grève étudiante de 2012. Alors, vouloir que les arts, les sciences et même l'éducation soient utiles et rentables, c'est une contradiction dans les termes. Ça n'est pas rentable économiquement à court terme. À quoi ça sert d'aller voir un spectacle de Robert Lepage? À quoi ça sert de faire des recherches sur l'origine de l'univers? À quoi ça sert de lire du Gilles Vigneault ou la réflexion d'un philosophe sur la solidarité sociale? Ça sert à rien. C'est pas utile. Il ne faut pas chercher d'utilité. Alors, c'est ça qu'on nous sert comme argument. Hein? En privatisant, en allant vers une logique du privé, on adopte une logique de profit, une logique de rentabilité. Or, si on applique cette logique de profit, de rentabilité aux arts, aux sciences, à la culture, à l'innovation, bien, veut pas, tout ce qu'on va faire, c'est produire des bébelles qui vont être utiles. Et ou des spectacles qui vont juste divertir et vendre des tickets, qui ne seront pas des œuvres de réflexion, des œuvres de création, des œuvres de connaissance. Cela étant dit, d'un point de vue strictement économique, il y a une utilité, il y a des arguments économiques en faveur du financement, du soutien gouvernemental, étatique, collectif aux arts et aux sciences. Puisque nous sommes dans une guerre, il faut utiliser une contre-propagande. On disait hier, celles et ceux qui ont assisté aux conférences, particulièrement celle de Éric Pinault, la première, qu'il faut se réapproprier le discours. Il faut inventer un nouveau discours, mais aussi utiliser le discours, excusez la métaphore guerrière à nouveau, de l'ennemi. Hein? Et il y a des arguments économiques en faveur du soutien de l'État aux arts et aux sciences. Il y a 3 grands arguments en faveur du soutien de l'État aux arts et aux sciences. Le premier, c'est l'argument économique, j'entends, c'est qu'ils produisent ce que nous, économistes, appelons des externalités positives. Lancez ça dans un cocktail ou dans un souper de famille, ça passe bien. Ils sont bons, eux autres, dans les gros mots, là, comme déficit structurel, puis ce genre de choses qui fait peur. Là. Bien, nous autres aussi, on est capable de faire peur. Les externalités positives, ça veut dire quoi? Je vais vous donner l'exemple inverse, les externalités négatives. La pollution, c'est une externalité négative. Quand une usine produit des biens et des services, des marchandises, bien, elle pollue. Puis ça, bien, c'est l'ensemble de la collectivité qui paye pour.
c'est pas l'usine. Hein? C'est pour ça qu'on met en place des lois, qu'il y a des amendes qui existent contre la pollution, etc. C'est pour tenir compte du coût de la pollution, donc cette externalité négative pour l'ensemble de la collectivité. Les arts et les sciences, entre autres, produisent l'inverse, des externalités positives. Autrement dit, une œuvre, par exemple, artistique, une pièce de théâtre, un film, un roman, un spectacle de danse, une œuvre visuelle, rapporte, il y a un échange économique qui est fait. Hein? Vous payez quelques dollars pour aller voir un film ou pour acheter un livre. Il y a donc un échange économique où l'artiste, l'auteur, etc., est payé pour son boulot. Bon, payé, il faut le dire vite, là. mais néanmoins, il y a là l'équivalent d'un échange économique standard. Mais il y a beaucoup plus que ça. Hein? Les externalités positives, elles sont multiples, elles sont personnelles, psychologiques. Vous devenez quelqu'un de plus instruit, de plus heureux, de plus réfléchi en consommant ces œuvres-là. Hein? Mais collectivement, nous sommes aussi plus civilisés. J'aime pas beaucoup ce terme-là, là, ça fait un peu conservateur du 19e siècle, là, comme mon ami Mathieu Bocoté. Oh, pardon. Bonjour, Mathieu. Il reste que c'est civilisateur, n'est-ce pas? Et c'est vrai des sciences aussi. Je veux dire, ça ne sert à rien de savoir c'est quoi l'âge de l'univers. Ça ne se transformera pas en auto électrique demain matin. En revanche, en apprendre sur nos origines universelles comme ça, là, de l'ensemble de l'univers, c'est fascinant, c'est intéressant, ça nous fait réfléchir, c'est spirituel même. Hein? Donc ce sont des exemples de ces externalités positives. Et on a, de la même manière qu'on a du mal, on doit trouver des mécanismes pour faire payer l'usine qui pollue, donc faire payer ces externalités négatives, on doit trouver des mécanismes pour que l'ensemble de la collectivité puisse payer les travaux des créateurs en arts et en sciences qui bénéficient à l'ensemble. Parce que ce n'est pas juste le ticket de théâtre, l'achat du livre qui va permettre l'émergence de ces œuvres-là. Deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que $1 investi en sciences ou en art va en générer beaucoup plus à côté. Je vous donne deux exemples très, très concrets. Le festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui se tient à Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda, ville minière, comme vous le savez, là où il fait moins 4000 le 3 juillet, puis il y a des mouches grosses comme ça, a réussi à monter un festival international de cinéma qui est un des plus courus au Canada présentement. Est-ce que je dis des conneries? Hein? C'est vrai, je vois mes deux amis là. Qui dépasse, ou à tout le moins qui est au même niveau de qualité et d'intérêt que des festivals qui se passent dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver. Mais qu'est-ce que ça fait pour une communauté comme celle de Rouyn, un festival de cette ampleur-là? Mais ça crée un paquet d'effervescence. D'abord, il y a des gens qui y vont, y compris des grandes vedettes internationales, qui dépensent des sous. Donc, qui vont dans les restaurants, qui achètent peut-être des objets dans les boutiques, etc. Ça fait travailler donc des gens. Économiquement, il y a un paquet de retombées pour une communauté comme celle de Rouyn. Prenons un autre exemple, l'effervescence culturelle de Rimouski. Rimouski, comme à peu près toutes les régions à l'est du Québec, c'est pas bien compliqué, à l'est de Québec, pardon, durement touché par la crise économique reliée à l'épuisement de ses ressources naturelles sur lesquelles elle reposait, s'est pris en main collectivement de façon à la fois centralisée et décentralisée, donc autant des groupes culturels communautaires que les mairies de la région, la conférence régionale des élus, les centres locaux de développement, etc. Et Rimouski est devenue probablement une des petites villes du Québec les plus foisonnantes en termes de culture. Si vous n'êtes jamais allé à Rimouski, mettez ça sur votre agenda cet été, allez faire un petit tour. C'est hallucinant tout ce qui se passe. C'est gros comme ça, c'est une toute petite ville et il y a des trucs partout, des festivals, des spectacles, etc., qui ont revitalisé une ville grâce à la culture.
une ville et une région, en fait, grâce à la culture. Et finalement, le troisième argument économique en faveur du soutien de l'État aux arts et aux sciences, c'est que, ben, une pièce de théâtre, c'est pas comme un hamburger. Quand vous achetez un hamburger, vous savez que vous allez manger un hamburger, grosso modo, ce que ça va goûter. Vous demandez un hamburger, des tomates ou un vêtement, parce que vous savez ce que c'est. Or, les arts et les sciences, avant que ça soit fait, avant que ce soit réalisé, avant que la création n'existe, on ne sait pas de quoi ça aura l'air. Je reprends ici le très beau mot du grand poète de l'Antiquité latine, Ovide, dans son livre qui s'appelle L'art d'aimer. Il disait « On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas. Hein? On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas. » Or, c'est l'inverse. Hein? Les arts et les sciences, on désire ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va acheter de la surprise. On va acheter ce qu'on ne sait pas. Quand un scientifique se penche dans son laboratoire ou son modèle mathématique ou sur sa réflexion philosophique, il ne sait pas ce qu'il va découvrir. Il ne sait pas où le chemin va le mener. C'est la même chose pour un créateur et c'est la même chose comme pour nous qui en bénéficions lorsque nous allons à une pièce de théâtre, lorsque nous entreprenons la lecture d'un roman, nous ne savons pas ce que nous allons en retirer. Parce que si on le savait, comme on dit en bon québécois, on brûlerait le punch, n'est-ce pas? Et ça serait, tout notre plaisir nous serait enlevé. Or, la logique privée de l'utilité et du rendement veut exactement l'inverse. On ne veut surtout pas, hein, vous savez, l'entreprise privée dit tout le temps la même chose. On veut diminuer le risque au minimum. C'est la job de l'entrepreneur, c'est de diminuer le risque pour maximiser sa profitabilité. L'entreprise privée n'est pas capable. Ce n'est pas dans sa tête, ce n'est pas dans sa logique, et c'est bien correct comme ça, de générer quelque chose qui s'appelle la créativité. À plein d'exceptions près, bien sûr, mais surtout pas la créativité qui ne débouche pas sur une commercialisation. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Il y en a 4 majeures. Et ce sont des conséquences, et j'attire votre attention là-dessus, des conséquences en grande partie irréversibles. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser, nous devons participer à des événements comme aujourd'hui, lire, s'informer, réfléchir, parce que ce qu'on est en train de faire, à la fois à Ottawa et à Québec, c'est saccager des institutions qu'on ne retrouvera plus par la suite. La première conséquence de ce qu'on voit particulièrement à Québec, c'est une espèce de paradoxe. Centralisation, décentralisation. Je vous donne un exemple. Le gouvernement Couillard a aboli ce qu'on appelait les conférences régionales des élus. Qui sait c'est quoi? Bon, pas grand monde. Si j'étais à Sherbrooke, presque tout le monde aurait levé la main. En région, hors de Montréal et de Québec, ce sont des institutions majeures, toutes petites. Comme le nom l'indique, Conférence régionale des élus, ça regroupe tous les élus d'une région administrative. L'Estrie, par exemple, le Bas-du-Fleuve, etc. Donc, tous les maires, les mairesses de la région, et les députés. Ces institutions-là avaient des petites enveloppes. On s'entend, là, ce n'est pas des milliards de dollars. Il y avait des enveloppes de quelques millions qui permettaient de fédérer, de coaliser des initiatives pour l'ensemble de la région. Parce que si vous êtes maire de Saint-Mathieu, de je ne sais pas quoi, puis que vous avez un petit budget de quelques millions de dollars par année et que vous êtes même un maire à temps partiel parce que la municipalité n'a pas les moyens de vous payer un salaire à temps plein, bien, vous ne pouvez pas développer des initiatives dans votre communauté pour favoriser l'art public, la venue des femmes sur le marché du travail, la participation des nouveaux arrivants, des néo-québécois à la communauté, etc. Vous n'avez juste pas les moyens à la fois financiers, logistiques et de compétences. Pas parce que vous êtes stupide, vous êtes juste trop petit. Fait qu'on se regroupe. On se regroupe autour de cette bébelle-là qui s'appelait la Conférence régionale des élus. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que les budgets sont à la fois, et les énergies sont à la fois centralisées à Québec. On le voit dans le monde de la santé avec le projet de loi C-20 présentement. Hein? Le ministre, comment s'appelle-t-il, Barrette, tire toutes les ficelles vers son ministère.
mais en même temps, une super décentralisation. Parce que là, on dit, bien, ça va être la responsabilité des municipalités de gérer ces programmes-là, avec une portion des budgets qui leur étaient alloués. Alors, admettons, là, je disais un exemple vraiment fictif, que vous aviez une enveloppe de 150 000 dans une région du Québec pour la Conférence régionale des élus, afin de promouvoir les arts et la culture de votre région. Bon, à 150 000 quand on se met tous ensemble, on peut faire quelque chose. On peut faire de la publicité, on peut faire de la promotion, etc., organiser des événements. Mais si ce 150 000 est divisé entre 500 municipalités, puis il y en a une là-dedans qui a 350 âmes, qui va recevoir 75 ou 300 qu'est-ce qu'elle va faire, ces 300 $-là, pour favoriser le développement des arts et de la culture? La maire va regarder ça, va regarder ses échevins. C'est comme ça qu'on appelle ça encore, non? Conseiller, pardon. Je trahis mon âge. Je vais dire, qu'est-ce qu'on fait avec 300 $? Puis il va dire, on met de la publicité dans le feuillet paroissial. Je caricature à dessein, puis encore une fois, c'est surtout pas par condescendance envers ces gens, ou bien au contraire, mais ils ne peuvent rien faire avec ça. Alors, on pelte la responsabilité de façon décentralisée, sans donner les moyens à quiconque de faire quoi que ce soit. Deuxième conséquence, on privatise le financement. Hein? Le mot-clé présentement, c'est mécénat. Alors que le mécène, historiquement, depuis la Renaissance, même on pourrait remonter à la Grèce antique et latine et romaine, c'était l'État, c'était le prince qui était le mécène, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'entreprise privée. Madame qui est juste là, avez-vous des bons yeux? Ah, shit. Regardez l'accoudoir de la chaise devant vous. Qu'est-ce que c'est écrit? Don de cascade. Cascade, qui est une entreprise papetière, a donné des chaises au Théâtre d'aujourd'hui. J'ai rien contre Cascade et encore moins contre le fait que le Théâtre d'aujourd'hui ait accepté ces dons-là. Et ça, c'est le modèle du financement de la culture qu'on a. Et c'est les seules enveloppes qui ont été accordées, qui ont connu une hausse au Québec, c'est des enveloppes dédiées au mécénat privé. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est pas bon ou mauvais en soi. Le problème, c'est que ce ne sont plus des décisions collectives. C'est Cascade qui va décider que le théâtre d'aujourd'hui mérite ses sous. Puis tant mieux, bravo à Cascade, c'est le fun qui donne... En tout cas, pour moi, j'aime mieux qu'il donne au théâtre d'aujourd'hui qu'au Canadien de Montréal. Mais vous voyez, c'est mon choix personnel. C'est pas ça qui doit arriver. C'est pas ce que Yannick Marcel décide ou ce que Cascade décide qui devrait prévaloir. C'est ce que collectivement on veut faire culturellement et en sciences, en recherche scientifique. Troisième conséquence, qui découle de cette deuxième, il y a évidemment une perte de liberté, à la fois académique, de recherche et artistique. Parce que moment où il y a monsieur le président ou madame la présidente de l'entreprise qui vous accorde des fonds pour votre recherche ou pour votre création, il ne veut pas votre liberté est limitée. Hein? Vous n'avez plus la neutralité de l'État pour agir. Et finalement, quatrième conséquence de cette guerre-là, de ces tactiques et de ces moyens pris pour gagner cette guerre-là, et probablement la pire, c'est la destruction irréversible de certaines institutions. Je vais prendre deux exemples. Le costumier de Radio-Canada, dont on a annoncé la fermeture à l'automne dernier par Ottawa, parce que Radio-Canada, toujours sur le même prétexte de compression budgétaire, hein, ça ne va pas bien, on ne fait pas assez d'argent, hein, on a coupé le costumier de Radio-Canada parce qu'il était déficitaire. Il faut savoir que le costumier de Radio-Canada louait des costumes à l'extérieur de Radio-Canada. Donc, c'est un service qui était tarifé, qui permettait de faire entrer quelques sous à Radio-Can. Vous savez, c'était combien le déficit? 6 000 7 000, pardon. Ouf, c'est vrai, c'est vraiment très, très important. Donc, il y avait un déficit de 7 000 et à cause de ce déficit de 7 000 on a détruit une institution patrimoniale, un des plus grands costumiers au monde, qui raconte notre histoire en plus. Hein, c'est une partie de notre identité québécoise et canadienne en partie, uniquement sur un prétexte de déficit minuscule de 7 000 On s'entend-tu que 7 000 sur le budget de Radio-Canada, on pourrait régler ça en une semaine en coupant les comptes de dépenses de tous les boss?
Allez pas au restaurant pendant une semaine, on va sauver le costumier. Il y a un choix idéologique qui est fait là aussi. Deuxième exemple, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui est dramatique pour les scientifiques. On a fermé, le fédéral a fermé l'année dernière, le centre de recherche qui s'appelait Région des lacs expérimentaux. Ça se situe en Ontario. C'était des lacs donc, qui étaient la propriété du fédéral, qui étaient analysés depuis 1968, donc depuis près de 50 ans, pour voir l'effet de la pollution, des changements climatiques, etc., sur les milieux, les écosystèmes lacustres. Et c'est un centre qui était reconnu partout dans le monde, justement par sa grande qualité de données qui remonte très loin dans le temps et qui peut analyser les changements sur maintenant, donc près de 50 ans. Même la prestigieuse revue Nature a dénoncé dans un éditorial cette fermeture-là. On s'entend-tu que quand une revue scientifique dénonce une décision politique, c'est que ça ne va pas très bien. Mais on ne peut pas reconstruire ça. On ne peut pas rebâtir le costumier de Radio-Canada. C'est fini, les costumes sont partis à 80. Même chose pour ce centre de recherche-là. Les instruments de mesure ne sont plus là. Les données ne seront plus collectées. On ne peut pas rebâtir ça. Et c'est la raison pour laquelle l'heure est grave dans ces politiques d'austérité. C'est qu'on détruit des institutions qui ne seront pas reconstruites. Je termine en vous rappelant une petite anecdote qui est épouvantable, qui est tragique, mais qui est très parlante pour moi. Il y a un dimanche, c'était début juin, il y a très longtemps de ça, quelques décennies. Il y a une jeune femme de 28 ans qui s'est assise sur le trottoir de la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, face à l'hôtel de ville. Il faisait très beau. Il y avait plein de touristes, début juin. J'ai vérifié, il faisait 18 degrés Celsius. Personne n'a remarqué cette jeune femme-là. Elle s'est assise par terre, en tailleur. Elle s'est aspergée d'essence, puis elle s'est brûlée vive. Et pendant que tout le monde la regardait sans pouvoir rien faire, elle a hurlé « Vous avez détruit la beauté du monde ». Elle s'appelait Huguette Gaulin, c'était une poète. Et c'est cette histoire qui a inspiré la très belle chanson que Luc Plamondon a écrite pour Diane Dufresne, qui porte le même titre. Vous avez détruit la... Non, c'est pas vrai. Ne tuez pas la beauté du monde, mais ça relate cette parole épouvantable. Huguette Gaulin, pour moi, c'est un emblème. C'est un emblème de ce qu'est l'artiste, mais aussi le scientifique, qui se bat jusqu'à la mort pour ne pas tuer la beauté du monde. Et je pense que nos gouvernements actuels sont en train de tuer la beauté du monde. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. Merci.